You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast HR Meetup, le podcast qui vous parle des passions au travail et des thèmes RH. Et aujourd'hui, je suis assez fier de recevoir une personne qui se déplace de très loin en France, qui s'est déplacée pour suivre une formation podcast, mais qui m'a surtout inspiré par son histoire de carrière. Je me suis dit que ça valait franchement la peine de t'inviter, parce que tu te relances dans un domaine qui me plaît beaucoup, qui est aussi le podcast. Donc, on va aussi parler de podcast. Bonjour Romain. Salut Michel, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Romain Auger, on a une question rituelle. Ok. De ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Et le but de la question, c'est de savoir, est-ce que tu es aligné avec ton rêve d'adolescent finalement maintenant? Un de mes premiers rêves, c'était d'être avocat. Finalement, le côté, je pense, justice, défendre les gens, comme tu peux voir finalement dans un certain nombre de feuilletons. Et je te dirais assez rapidement que en fait, j'ai été très vite désabusé de ça. Ça t'a dirigé vers un choix d'études particulier? Ouais, en fait, j'ai aimé plein de choses. Donc, c'était ça la difficulté. J'ai fait plutôt un bac littéraire, ce que j'aimais bien. Alors, j'ai aucun talent de mes mains, j'ai aucun talent d'artiste. Par contre, je suis très curieux intellectuellement de l'art avec un grand A. Forcément, je me suis plutôt dirigé vers un bac littéraire. En plus, j'adore voyager, donc le côté langue aussi m'intéressait énormément. Sauf que voilà, être un littéraire, un artiste, un amour de l'art, il faut aussi le mettre en lien finalement avec une rentrée financière et puis quelque chose de plus réaliste parfois. Sorti du bac, tu dois choisir où tu vas, quelle fac tu vas prendre. J'avais passé quelques concours pour les écoles de commerce, mais j'étais pas assez studieux pour ça. Donc j'ai pas forcément réussi les concours ou intégré les écoles de commerce. Et puis en réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas la fac de droit. Le problème, c'est que j'étais très fêtard aussi à l'époque. Et donc, qui dit fac de droit dit tu te pointes un peu au cours comme tu veux. Tu as un contrôle, mais que à la fin de l'année, qui potentiellement te valide ou non. Donc, tu peux très bien ne rien faire toute l'année, arriver au contrôle à la fin, puis te louper. Et donc, j'avais trouvé quelque chose d'intermédiaire, finalement, qui était en France, ça s'appelle le DUT carrière juridique. C'est un diplôme qui se fait sur 2 ans. Par contre, tu es obligé en fait de te pointer en cours. Tu as vraiment acte de présence, signature, et tu as surtout des contrôles tout le long de l'année en continu, qui fait que tu joues pas ta vie sur un contrôle, quoi. Donc DUT carrière juridique, j'avais bien aimé parce que j'ai appris plein de choses. Néanmoins, le côté justice, j'ai découvert que le droit n'était pas forcément juste, et que tu pouvais aussi défendre des méchants, que c'était aussi de l'apprentissage du par cœur, des fois au mot à mot. Et voilà, il y a un certain nombre de choses qui m'ont fortement déplu dans ces études-là. Ça t'a dirigé vers quelle carrière? Alors rien à voir, mais pour payer mes sorties en discothèque, je travaillais assez tôt, notamment chez Leroy Merlin, donc j'ai fait de la caisse. Dès que j'avais un samedi après-midi, après mes cours, un dimanche, un jour férié, etc., j'allais travailler pour avoir un petit peu d'argent de poche et être autonome sur mes sorties et pouvoir me faire plaisir. Donc job d'étudiant. Exactement. Et en fait, j'ai adoré ce que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. En plus, j'étais avec beaucoup d'amis sur la ligne de caisse. C'était très convivial. Bonne ambiance de boulot. Quand on ressortait, on se retrouvait. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un stage dans le commerce. Et donc, j'ai rattrapé une 3e année de licence dans le commerce en faisant mon premier stage chez Leroy Merlin. D'accord. Et donc, à un moment donné, tu es devenu même directeur. Ouais, en fait, l'ambiance vraiment grande distribution fait que tu vis vraiment dans une grande famille, tu es très investi. Moi, à l'époque, tu m'aurais coupé les veines, je saignais vert, comme on dit. Donc voilà, il a vraiment féru de mon entreprise. J'ai enchaîné avec un master spécialisé dans la grande distribution. À l'origine, je suis originaire de Rouen. Mais pour faire mon master, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de master du côté de Rouen, je suis monté sur Lille, parce que j'avais vécu 2 ans du côté de Bruxelles. Donc, je voulais retrouver des gens avec un esprit très convivial, très accueillant et aussi très festif. Et donc, je voulais pas aller à Paris. J'ai vu qu'il y avait Lille. En plus, Lille, c'est le bastion de la grande distribution, notamment avec le groupe Mullier. Voilà, il y a beaucoup d'enseignes historiquement qui sont nées là-bas. Je dis banco, j'y vais. Et j'ai bien fait parce que j'y suis resté 8 ans avant de revenir sur Rouen, mais ça m'a énormément plu. De très belles histoires chez Leroy Merlin. D'abord en tant que salarié pur et dur. Et puis j'ai aussi gravi les échelons en même temps que mon expérience et mon cursus scolaire. Donc j'ai fait effectivement chef de secteur. Responsable de rayon avant, où j'animais vraiment une équipe sur le terrain. Donc tu as gravi les échelons. Ouais, en même temps que mes études. C'est aussi, alors c'est la chance avec cette grande distribution, c'est que tu as vraiment une capacité forte d'évolution, mais en passant tous les échelons. Sauf si tu as un cursus avant, etc. Mais tu vas pas arriver comme ça, but en blanc, à des hauts postes. Il va falloir que tu fasses tes preuves. Avantage, inconvénient. Mais le gros avantage, c'est que tu passes par plein de postes différents. Ça te permet de découvrir plein de choses. Et moi, je suis très fier de savoir vendre, d'avoir été bon vendeur avant d'être bon responsable et avant d'être bon chef de secteur, d'avoir été bon vendeur. Voilà. Il s'avère que le Covid est passé par là. J'ai eu aussi un fils, un certain nombre d'aventures pro et perso. Et quand j'ai voulu retourner à Rouen, me rapprocher de la famille, il n'y avait pas forcément de place chez Leroy Merlin. Donc, j'ai trouvé la porte chez un cousin proche qui s'appelait Noroto. Et j'étais directeur de magasin dans un centre automobile Noroto pendant environ 3 ans. Alors, moi, j'ai envie de te poser déjà une question. Tu sais, quand on entend ton parcours de carrière, ça ressemble un peu au parcours de carrière qu'on connaissait il y a une certaine époque où, effectivement, on pouvait monter les échelons dans une entreprise. La longévité était une norme. Maintenant, on est dans des parcours de vie professionnelle qui sont de plus en plus courts, où il est de moins en moins évident, j'ai le sentiment, ça peut être une impression, un préjugé, tu peux me corriger, où il est moins évident de monter, de faire une vraie carrière dans une enseigne, dans une entreprise. Est-ce que le secteur
dans lequel tu as travaillé actuellement est toujours une opportunité dans ce sens? Est-ce qu'il est toujours possible dans le secteur d'où tu viens de gravir les échelons, d'encore monter malgré les changements de paradigme de la société actuelle? Oui, moi j'en suis persuadé. C'est une école qui est dure, mais qui est très formatrice. Je pense que si tu as un minimum investi, que tu as envie d'y aller, déjà l'avantage c'est que tu as beaucoup de chance. En fait, c'est un secteur qui recrute énormément, qui a besoin, mais que ce soit en termes de vente, mais aussi de logistique, ou même dans les sièges sociaux, sur autre chose, sur du produit, sur du sourcing, sur de l'informatique. Donc c'est des métiers qui ne cessent d'évoluer et de rechercher. Et je pense qu'effectivement, alors, avec maintenant le recul, c'est vrai que quand tu arrives à un certain niveau de poste, il y a moins de place, donc ça devient encore plus difficile. Donc là, tu as quelques éléments qui rentrent en compte quand même avec ton expérience, aussi ton réseau, forcément, comme dans toutes les grandes entreprises. Mais tu as fortement tes chances de t'élever en termes de compétences et de niveau social à travers ça, oui. Tu dirigeais des équipes. Ouais. Tu as déjà été confronté à des gens qui n'y croyaient pas à cette carrière et cette évolution possible? Tu as déjà dû recadrer des personnes? Non, pas dans la grande distribution. C'est quelque chose qui est connu. Ils le vivent et ils le voient. Ils voient des personnes qui ont commencé en caisse et qui ont atterri 2-3 ans après à des niveaux de poste. Ils ont connu des personnes qui étaient vendeurs, qui ont fini directeur magasin, voire plus haut, directeur région. Et ils voient aussi qu'ils font l'effort, les boss. En ce moment, donc la leader France, c'est Agathe Montpellier. Donc déjà, c'est une femme, il faut le souligner. C'est une super ouverture d'esprit que fait Leroy Merlin. Et bien Agathe, elle est passée par le rayon. Elle a fait plusieurs postes, plusieurs rayons. Et moi, je connais plein de personnes qui sont effectivement haut gradées, entre guillemets, qui ont goûté la réalité du terrain. Et ça, c'est hyper important parce qu'ils ont partagé à un moment des peines, des difficultés. Ils sont pas hors sol par rapport aux difficultés des magasins, quoi. Alors, on les félicite pour le choix féminin, mais j'ai envie de te répondre en parallèle que ça devrait être une norme et pas une Je exception. suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'est mon côté engagé que tu connais bien. Alors, ton parcours de carrière, donc tu changes d'enseigne, puis tu me parles d'un Covid, d'une naissance, et puis on peut parler de ce qui se passe et de comment tu te réorientes, tu fais quelque chose de particulier. Tu peux me raconter la suite de ta carrière? Après, c'est jamais simple à synthétiser parce que c'est le cheminement d'une vie, c'est plein de petites expériences, mais j'ai eu, en fait, comme dans beaucoup de moments, moi, c'est plutôt pas l'entreprise qui m'a embêté, c'est potentiellement le boss que j'ai eu en face à un moment ou à un autre. J'ai eu la chance à chaque fois d'avoir des boss qui me poussaient, qui m'aidaient, qui voulaient vraiment me faire avancer. Te stimuler. En fait, c'est top parce que quand tu as des gens qui sont vraiment dans cette logique-là, ils vont toujours te pousser, même si c'est au début tu le prends mal, mais ils vont te pousser pour que tu ressortes le meilleur de toi-même. L'excellence. T'évolues. Et donc, si tu veux, moi j'ai connu, on va dire, de mes 18 ans quand je suis rentré chez Leroy, parce que je suis rentré à 18 ans, jusqu'à presque 13 ans après, que de l'évolution. Alors avec plus ou moins de longueur, plus ou moins de difficultés. J'ai connu que de l'évolution. Et à un moment, effectivement, quand tu arrives et que tu as une personne qui croit plus en toi, ou voilà, alors peut-être qu'elle était d'ailleurs lucide à ce moment-là, j'en sais rien. Toujours est-il que tu le vis mal. Entre deux, effectivement, j'ai eu un premier fils. Tu te rends compte que mon ex-femme était infirmière. Moi, j'étais dans la distrib, donc forcément, tu dois tout le temps changer tes horaires. Au dernier moment, on te demande d'avoir de l'agilité. Si tu le fais pas, t'es pointé du doigt, tout ça. Donc quand t'es habitué, pas de problème. Moi, je le faisais très gracieusement, mais quand t'as un enfant, que t'as une crèche, que tu vas aller chercher à telle heure, ça devient une usine à gaz. Et comme nous, on était dans le Nord, on n'avait pas de famille, ça devenait compliqué. Deuxième élément qui m'a aussi énormément impacté, c'est qu'avec mon ex-femme, on a perdu un enfant donc à la naissance. J'ai eu besoin de revenir au travail assez rapidement pour penser à autre chose. Mais finalement, en fait, il y a eu très peu d'écoute de la part de mon manager, tu vois. Et en fait, tu dis, je fais l'effort, je reviens alors, pour me changer les idées, mais il n'y a aucune contrepartie derrière. Je me suis dit, en fait, je suis un numéro, tu vois. Okay. J'ai personne en face. Premier choc par rapport à mon enseigne qui m'a reculé. Alors, pas forcément par rapport à l'enseigne, encore une fois par rapport à personne, mais ça m'a fait mal. Et puis, on déménage, parce qu'au gros besoin de se retrouver près de la famille, de reprofiter. Mon Covid, tu réfléchis aussi à, tu dis la vie est courte, voilà, il faut peut-être ce qui fait sens. Peut-être penser à autre chose que le boulot. En plus, je t'ai pas dit, mais infirmière, mon ex-femme a été aussi réquisitionnée. Donc moi, je me suis retrouvé avec mon premier enfant toutes les semaines de confinement. Et là où tout le monde a kiffé son confinement, moi, je l'ai mal vécu parce que j'ai plutôt changé des couches, j'ai fait du haro. Donc tu vois, moi qui aimais bien aussi m'enrichir intellectuellement, bouger, j'adore mon fils, mais je me suis senti vachement limité et bloqué dans cet instant avec mon ex-femme, elle qui en plus mettait sa vie en péril, potentiellement tout ça. Bon, bref. Donc quand j'ai voulu déménager, on m'a dit il n'y a pas de place chez Leroy Merlin. Donc ça pareil, j'étais très frustré aussi. Je me dis putain, j'ai toujours tout donné pour Leroy Merlin. Une fois, je me rappelle, je suis allé au travail avec mon fils dans sa poussette pour faire un inventaire parce que j'avais aucune solution de garde et tout, mais je suis quand même allé au boulot avec lui, tu vois. Wow. Donc hyper complexe, mais pour dire le niveau d'engagement. Et en fait, à aucun moment, la boîte m'a dit vas-y, on va te trouver, t'es un élément formidable, on va te trouver une place. Jamais su le pourquoi du comment, je le saurais peut-être jamais. Toujours est-il que... Ils en sont peut-être même pas conscients de ce qu'ils ont Ouais, non, fait. mais c'est ça. Après, peut-être que, encore une fois, la boss que j'avais à l'époque avait pas ce regard sur moi, ce que je peux comprendre, et donc elle a pas poussé mon dossier, tu vois, encore une fois. C'est des relations humaines, en fait. Timing, personne, voilà, donc pas de place, ou peut-être qu'il y avait juste pas de place, qu'il pouvait rien faire. Moi, je pense qu'on peut toujours ancrer quand on veut garder quelqu'un, mais ça, c'est mon point de vue. Donc j'ai repris mon petit cartable, ce qui a été aussi dur parce qu'en fait, j'avais un bac plus 5, 13 ans d'expérience, et pour autant, tu te rends compte, non, tu recommences tout à zéro, et c'est hyper compliqué de trouver du boulot. Surtout que quand c'est d'une région à l'autre, t'as les visios, mais tu vois, c'est pas forcément évident de se vendre non plus. Je t'ai invité pour ça aussi, parce qu'il y a tellement de choses dans ton parcours qui interpellent
sur les réalités sociales des entreprises maintenant. On se plaint parfois qu'on ne trouve pas des gens pour certains secteurs de métier, mais on ne se rend pas compte dans les entreprises que si on traite mal les gens ou qu'on n'est pas attentif dans ton témoignage, forcément on va pas donner... C'est pas sexy. Quand tu entends ce genre de choses, tu te dis, c'est pas sexy, c'est pas là que je vais postuler si tu entends ce genre de choses après. Alors qu'en fait, d'un autre côté, tu as dit aussi, j'ai passé de nombreuses années heureuses où j'ai vraiment évolué, on m'a donné ma chance. Ça. Il y a une espèce de paradoxe, cette dualité où tu te dis, ma balance, elle est en déséquilibre, je ne sais plus mettre le curseur au bon endroit. C'est un peu comme ça qu'on comprend. Bah ouais, en fait, moi, je veux vraiment faire la nuance parce que je crache pas du tout dans la soupe. Voilà. J'ai eu des enseignes qui sont formidables, qui m'ont offert des opportunités et qui font qui je suis aujourd'hui, avec des personnes qui sont d'ailleurs toujours, qui ont cru en moi et qui sont au top. Ça reste une bonne école. Voilà. Et même les personnes peut-être qui ont à un moment ou à un autre cru moins en moi, bah, elles ont leur regard, elles ont leur histoire de vie. Je peux pas. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça et à me détacher de ça pour sortir de la boîte. C'est que moi, j'avais des objectifs, je voulais les atteindre et limite, je pouvais mettre toute ma vie perso de côté pour aller chercher ces objectifs pro. Sauf qu'à un moment, sur des tailles de boîtes comme ça, c'est pas toi qui vas changer la boîte en fait. Donc, soit tu acceptes les règles du jeu de la boîte et tu modifies ton comportement ou tes objectifs pour y rester et y aller, soit tu dis bah c'est tout et tu changes de boîte et de fusil d'épaule. Tu vois. Pour revenir en manager, je trouve ça hyper important parce que moi j'ai pas été peut-être tout le temps parfait non plus en tant que manager et quand tu l'es, c'est là que tu vois la difficulté. Je trouve que tu as quand même des détails en tant que manager qui sont hyper importants. D'ailleurs, on t'inculte, je trouve, beaucoup en grande distrib, mais que tout le monde ne pratique pas. Par exemple, le bonjour. Moi, je sais que le Roi Merlin, il y avait un magasin, il y avait parfois 100, 150 personnes dans le magasin. Et bah, de prendre la demi-heure qu'il te faut pour faire le tour du magasin, serrer toutes les mains avec un vrai bonjour, droit dans les yeux, et un vrai comment ça va, pas le comment ça va où tu passes en coup de vent, mais le comment ça va où t'attends une réponse et tu vas vraiment jauger la température, voilà, sentir le mood de ton collaborateur ou de ta collaboratrice, c'est hyper important. S'intéresser à eux, mais vraiment, c'est-à-dire combien ils ont d'enfants, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Mais en fait, tu peux pas manager, animer une équipe si t'as pas tous ces éléments en tête, en fait. Parce que quelqu'un qui est en retard, il a pris 5 minutes, tu vas lui mettre un taquet, mais il a une sale histoire de vie derrière, il a un vrai problème, tu vois, il a un décès ou quoi que ce soit, bah, tu vas mettre une cartouche, mais tu vas le regretter 10 minutes après quand tu vas avoir la vérité. Je pense qu'il y a plein de choses où il faut faire attention. Le management, tu ne t'y diriges plus ? Non. J'entends des choses qui parlent, qui disent waouh. Ouais, bah, encore une fois, ça, je pense que c'est la grande distribution qui me l'a appris, c'est de bien écouter l'histoire de chacun. Et si tu veux le meilleur des autres, il faut d'abord avoir le meilleur de toi en tant que manager et le bon niveau d'exigence, le bon niveau de remise en question, accepter les feedbacks, enfin un certain nombre de choses qui sont importantes. Après, je me destine plus parce que c'est une charge en fait, hein, c'est une vraie charge mentale. En fait, j'aurais plus 2 enfants, j'en aurais encore 15 de plus. Tu as quand même la particularité d'avoir une compagne qui est infirmière, qui a déjà une charge mentale très forte dans son métier et dans sa vie privée, parce qu'il faut pas oublier que les femmes ont une charge mentale très forte de par défaut. Exactement ça. Maintenant, je suis séparé, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'à un moment, notre histoire s'est séparée, c'est que on avait tous les deux des métiers prenants, voilà, on a eu des histoires pas forcément tout le temps évidentes. Il y a mes fils qui ont très mal dormi pendant 2 ans, donc ne pas dormir, ça tue des couples aussi. Enfin voilà, un certain nombre d'éléments qui se sont rajoutés. Ouais, pour revenir à l'humain, en fait, je dirais, des fois, il y en a qui arrivent à prendre du recul, ce qui n'était pas forcément mon cas, mais des fois, tu vas au-delà, en fait, de ton travail. J'ai déjà eu une petite apprentie de 17 ans qui a essayé de raccrocher les wagons, qui n'était pas forcément une vie simple, décrochage scolaire et tout, elle s'est inscrite à un BTS, ça n'y arrive pas. Et bah, au lieu de la lâcher, je me suis retrouvé, je sais plus, un vendredi matin dans un bar tabac avec la maman qui voulait pas forcément se déplacer, tu vois, en magasin pour me rencontrer, mais moi j'ai fait l'effort de déplacer, d'aller les rencontrer dans un bar tabac, donc complètement en dehors du cadre, pour faire le point avec la maman, pour voir comment on pouvait l'attirer, et bon, et elle a été au bout de ses 2 ans, tu vois. Donc voilà, après il faut doser, mais en tout cas par rapport à l'engagement, c'est pour ça que j'en veux plus. Moi je trouve qu'on dit souvent, il y a un truc que j'aime pas, pour moi c'est le courage managérial. Et bah pour moi, tu vois, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que être un manager, ça implique forcément d'être courageux. Et ça implique de l'engagement humainement et sous plein d'autres aspects. Tu peux être que manager avec tout ce que ça inclut. Sinon, t'es pas manager en fait, tu vois. T'es un petit chef et c'est pas pareil. Ah ben, je savais pas tout ça et tu vois, au fond de moi, je sentais que t'allais me lâcher des trucs comme ça. On a pris le temps de faire un peu connaissance et je crois qu'on est des miroirs d'âme et quand on attire les autres à soi, c'est qu'il y a des choses qui parlent. Il y a des valeurs fortes que je ressens chez toi qui sont assez alignées à ma vision et à mes valeurs et profond respect, quoi. Chapeau. Qu'est-ce qui en découle ? Tu t'es dit, j'ai repris mon cartable sous la main. Ouais, bah donc je te dis, j'ai replongé 3 ans chez Noroto quand je suis allé à Rouen. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des personnes hyper agréables, sauf que, à un moment, un ras-le-bol un peu sur pas mal de niveaux. En plus, on voulait me muter à 1h30 de chez moi avec 2 garçons en bas âge. Bon, de nouveau, les contraintes familiales. Très compliqué, tu vois, alors qu'en plus, j'étais en séparation. Enfin voilà, encore une fois, je pense qu'on n'a pas totalement regardé la réalité de ma vie. On n'a pas pris en compte ça. Et en fait, j'étais en séparation. J'avais fait quand même 15 ans de grande distrib, tu vois, j'arrive à 36 ans. Envie de profiter de plus en plus de mes enfants, de les voir grandir, de pouvoir aller les rechercher à l'école le jour où j'ai envie. Et donc, je me suis dit, c'est le moment en fait pour claquer la porte et essayer de me lancer dans un projet, quoi. Romain, c'est le but aussi de ce podcast. Comment est-ce qu'on se réinvente avec un parcours pareil ? Parce que tu as tellement de qualités sur ce que tu faisais. Ouais. Repartir à zéro, reconstruire
Est-ce que c'est évident? Quelles sont les premières questions qui te passent par la tête? Premier obstacle, moi, c'est de faire le deuil sur ce que je quitte, la carrière que je voulais. Alors, directeur magasin, je dirais pas que c'était la finalité pour moi, mais ça commence à être bien. Mais t'as un sentiment de gâchis qui s'installe? Tu te dis j'ai perdu des années? Non. Au début, ouais, quand même, parce que j'ai fait mes études par rapport à ça, j'ai creusé l'expérience, et puis toutes les heures que t'as données, le sang et la sueur que Et les t'as mis, sacrifices. t'as l'impression que tu les mets à la poubelle, mais que t'aurais pu en faire moins, du coup. Mais finalement, quand tu prends le recul, en fait, non. Ce que t'as vécu, tu l'as vécu, ça t'a aidé pour ce que ça t'a aidé. Et c'est une superbe école. Et c'est ton expérience, ton bagage que tu prends avec toi. Donc ouais, première chose, c'était plutôt de faire le deuil. J'ai eu plus de mal d'ailleurs avec Leroy Merlin, parce que plus d'années, plus de choses vécues. Plus d'implication hyper émotionnelle. Ouais. Et à l'époque, je pense que l'aide de mon ex-femme de me pousser à retourner sur Rouen m'a aussi aidé à franchir le cap. Du coup, comme j'avais vécu chez Leroy, un peu moins chez Noroto, même s'il y avait de la déception forcément, je suis toujours attaché, moi je fais pas les choses à moitié, donc j'avais de l'engagement. Et après, ce qui est hyper dur, c'est de dire, ok, j'ai des compétences managériales, etc., mais quand même vachement typé grand distrib. Comment je les transfère à un nouveau métier en fait? J'ai fait des bilans de compétences, qu'en France avec l'APEC notamment, etc. Mais tu te rends compte que tu as beau avoir 2 bacs plus 5, une super expérience, tu reviens sur le marché de l'emploi, t'es personne en fait. J'ai une question pour toi. Ouais. Imagine que Leroy Merlin, un directeur haut placé, entende ce podcast et qu'ils disent on a fait le con, il faut récupérer cet élément. Il te contacte, tu dirais quoi? Je dirais, je suis super flatté qu'il m'appelle, ça me ferait hyper plaisir. Mais tu te relancerais dans une aventure comme ça? Mais je pense avec pas. le recul? Non, je pense pas. Plus. Non, je pense pas parce que t'as connu en plus l'entreprise d'une certaine façon, ça bouge super vite. Tu quittes 6 mois l'entreprise, elle est déjà plus la même forme, donc ça serait difficile. Et puis moi, j'ai pas envie d'être le vieux grincheux qui ressasse, tu vois, ce qu'il a connu avant. Ma frustration d'avant, tu vois. Non, mais il faut pouvoir se reprojeter aussi. Il faut jamais dire jamais, tu sais pas ce que te réserve la vie. Et puis là, je suis pas prêt tout de suite, encore une fois, à reprendre une équipe, à avoir cette responsabilité. D'accord. Je suis content de retrouver du temps pour moi aussi. Le fait d'être maintenant séparé en garde alternée, et ça me permet d'avoir des semaines un peu plus off où je reprends plaisir dans mon bien-être perso et tout. Donc c'est peut-être un peu égoïste, mais ça me permet quelque part de me reconstruire aussi, tu vois. Ouais, c'est important, la vie est courte, on l'a dit tout à l'heure. Et je trouve que l'entrepreneuriat, ce qui a été dur aussi, pour partager ça pour ceux qui peut-être ont envie de franchir le pas, c'est qu'effectivement, t'as pas de salaire immédiat qui va tomber quoi que tu fasses, t'es pas payé à l'heure. On va passer au parti volet entrepreneuriat parce qu'à un moment donné, si je comprends bien, tu décides de te lancer comme entrepreneur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que après, t'as les indemnités chômage. Moi, j'avais un petit peu d'épargne, donc t'as pas une pression, mais en même temps, t'as un train de vie qui fait. Alors attention, je suis pas un train de vie à rouler sur l'heure et avoir des dépenses. Mais tu sens la différence, quoi. Mais effectivement, t'as des charges, t'as un loyer, t'as ceci, cela, un crédit, et donc tu te rends compte que ça fond vite. Donc moi, la première pression que j'ai eue, en tout cas, c'est de me dire, ok, je me lance, mais le salaire il tombe pas tout seul, il faut construire. Et en fait, en entrepreneuriat, c'est pas des salaires réguliers, c'est des choses que tu vas prendre comme ça, donc faut mieux prévoir. Et puis t'as plus de liberté parce que tu peux t'organiser, mais si tu te bouges pas les fesses, ça tombe pas tout seul. C'est un piège. Et donc tu vois, à l'inverse, tu peux avoir le côté extrême où tu vas bosser de 7h à 2h du mat sans jamais lever le pied. Est-ce que c'est bien de l'autre côté? Alors la question que les auditeurs et auditrices se posent en nous écoutant, c'est mais quel secteur est celui que tu as choisi pour te lancer comme indépendant dans ton aventure entrepreneuriale? De quoi on parle? Yes, donc moi j'ai choisi la création de contenu et donc le podcast. Forcément, on comprend qu'on s'est rencontrés et qu'on a échangé entre nous. C'est ça. Et tu as décidé d'en faire ton métier. C'est quand même assez rare parce que le podcast, le challenge, c'est d'en vivre. Ouais. Et je crois qu'il n'y a pas un podcasteur en Europe qui te dira, aux États-Unis c'est différent, mais en Europe, à part des sociétés de prod ou des assos comme la mienne ou des choses comme ça, c'est très difficile, et même dans mon assos, on ne se paye pas de salaire, par exemple. Donc, ça devient très difficile de vivre parfois du podcast. Il faut vraiment avoir une belle stratégie, un bon plan. Alors, j'ai pas envie que tu partages toutes tes astuces et que tu te grilles, la question n'est pas là. Je le partage avec plaisir. Mais vas-y, explique-nous un peu quel est le plan, quelle est l'idée. Alors, je t'avouerai, je suis pas totalement sec. Moi, ça fait 5 mois que j'ai claqué la porte et qu'on a dit stop, et ça fait 3 mois, donc j'avais lancé, je sais pas quand passera cet épisode, mais moi, j'avais lancé en octobre 2025 mon podcast pour ma 36e bougie. Je me suis fait un beau cadeau d'anniversaire. Et en fait, aujourd'hui, ma réflexion, c'est de me dire, tu vois, je vais pas vivre du podcast. Je vais vivre d'un écosystème de création de contenu où, en fait, t'as pas une seule source de revenus. Et c'est ça qui peut être rassurant. Ça, c'est intelligent. C'est de se dire, en fait, je veux pas que demain, mon podcast soit que de la pub ou que je ne sais quoi, que de la collab ou que... Je veux, en fait, voir toutes les cordes qui sont possibles à mon arc. Et en fait, tout cet écosystème consolide les différentes parties. Et voilà, si j'ai un moment un truc qui marche un petit peu moins qu'un autre, donc là, je suis plutôt dans la phase de création, mais forcément, au début, t'es plutôt à monter une audience, à avoir de la légitimité pour potentiellement demain avoir une aide financière de quelque manière possible, parce qu'on parle de sponsoring souvent, mais ça peut être de l'affiliation. Enfin, t'as quand même déjà une dizaine, rien qu'avec le podcast en tant que tel, audio ou vidéo, façon de te monétiser. Mais après, tu vois, par exemple, moi, je donne des cours là à côté. Donc là, aujourd'hui, je donne des cours plutôt sur toute la partie managériale, ce qui est ma force, c'est mon background. Donc j'ai grand plaisir parce que je le fais en tant qu'indépendant, donc j'ai des horaires beaucoup plus cool. Et c'est l'aspect que j'aime bien, c'est transmettre, partager, tu vois. Ah ouais, ça c'est génial. La frustration, c'est qu'aujourd'hui, je le fais sur du management, voilà, sur du commerce, donc je connais par cœur, mais ce sur quoi j'aurais peut-être envie de faire un pas de côté.
Par contre, je me crée une expérience dans de la formation, je crée du réseau avec les écoles. Et là, tu vois, j'ai contacté les écoles, ça va peut-être se faire tout doucement. Mais l'idée, c'est plutôt de faire des interventions demain sur les sujets qui maintenant me tiennent à cœur, c'est-à-dire réseaux sociaux, création de podcasts ou les thématiques de mon podcast, donc investissement financier, émancipation financière. Et une très très grande demande. Et surtout chez le jeune public, et ça commence vraiment à être un rêve de métier d'être influenceur, d'être créateur de contenu. On le voit de plus en plus. Alors maintenant, il y a la question des IA, ça peut faire peur à certains, mais je pense qu'en fait, c'est un atout et que ça peut faciliter. Et la passion de partager ses connaissances, c'est juste magique, quoi, en fait. Puis là, les écoles, c'est que tu te rends compte, en fait, la plupart du temps, ils ont des budgets pour offrir à leurs élèves, et ça, c'est top, des modules complémentaires. Donc moi, l'école où je suis, c'est un BTS, et par exemple, la directrice, super intelligente, elle a pris quelqu'un pour donner justement des cours sur l'IA, parce que c'est quand même le sujet du moment sur lequel il faut être. Mais tu vois, demain, peut-être que ça sera plus la prio, ou qu'elle aura plus de budget, et que l'éducation financière. Donc là, j'ai une autre école qui m'a contacté, elle était plutôt intéressée par ça. Et l'avantage, donc on parlait de différentes manières d'en vivre, ça tu peux le démultiplier. Ça peut être aussi des ateliers dans les entreprises, ça peut être des conférences dans des salons, sur des talk shows. Et puis si on veut rêver grand... Propose des formations de podcast comme nous on le fait dans notre assos. Ouais, voilà, ça tient la route en entreprise, il y a de la demande. Je pense que comme tout le monde, en fait, il y a des choses qu'on veut pas forcément monétiser. Tu vois, par exemple, moi je me vois pas faire payer des épisodes parce que les podcasteurs, ils sont libres de le faire. Attention, dans ce que je dis, il y a aucun jugement. Mais effectivement, quand tu dis à une entreprise, viens en faire un épisode, on parle de ta société, je te prends 1000 balles en échange, pour moi, tu n'es plus totalement libre de ta ligne éditoriale. Donc, tu vois, il faut faire attention. Mais du coup, tu as d'autres moyens. Et demain, si on rêve grand, ça peut être un livre, ça peut être un studio d'enregistrement. Ça peut être produire une chaîne de podcast pour la boîte, mais pour elle et qu'elle gère elle. Ouais, ça peut être plein de trucs. C'est ça, je trouve, qui est magique. Alors, il faut réussir à un moment, et c'est ça la difficulté que d'ailleurs je suis en train de vivre, de consolider et de dire, ok, toute l'énergie que je mets, il faut aussi qu'à un moment, elle vienne payer, tu vois. Il faut pas que ça soit non plus tout le temps dans de l'utopisme et de l'idéologie. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'à un moment, il n'y a pas de choses qui se font au hasard. Et comme tu dis, si tu es quelqu'un d'attrayant, tu vas attirer les bonnes personnes vers toi. Tu as des choses qui vont se créer. Et aujourd'hui, toutes les choses que je décrochais en tant qu'entrepreneur, c'est un bon karma et c'est un enchevêtrement de cause à effet. Bah oui, tu dégages la good vibe, tu attires de la good vibe, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Alors moi, si je peux me permettre un feedback, la vie que j'ai eue m'a permis d'observer beaucoup de choses. J'ai observé une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans leur métier passion. Et dans des métiers passion spécifiques, si je prends le thème du service traiteur ou de l'ORECA, par exemple, c'est par vague, par période, des périodes très creuses. Tu vois, il y a plein de métiers comme ça où en fait tu te rends compte uniquement quand tu es dedans, la tête dans le guidon, qu'il y a des périodes creuses. Et si tu axes tout sur un canal d'entrée de revenus, à chaque période creuse tu galères, et si tu sais pas gérer ton argent et répartir sur l'année, t'es mort. Ouais. Ce que j'ai appris d'intéressant, c'est que les entrepreneurs qui réussissent le mieux dans ceux que j'ai rencontrés, c'est ceux qui justement associent plusieurs cordes à leurs arcs, comme tu le dis si bien. Et je crois qu'effectivement, cumuler plusieurs compétences différentes et cumuler plusieurs objectifs différents, sans s'éparpiller pour autant, ça peut être une force et une grande forme d'intelligence pour pérenniser ton projet. C'est ça. Et après, donc moi, mon idée, c'est un peu ça. Et c'est aussi un peu la thématique du podcast. Alors, je sais que toi, t'aimes pas trop parler d'argent, mais j'y vais quand même. Moi, effectivement, ma thématique, c'est investissement, business, réussite. Mais l'idée, c'est que je me place pas du tout en sachant. Je me place justement... Donc ça, c'est ton podcast. Et il s'appelle De rien. De rien. De plus loin rien. Alors, vous pouvez écouter le... Paradoxal au thème de l'argent. Voilà, mais vous pouvez du coup écouter le teaser. Pourquoi de rien ? Grosso modo, c'est parce que moi, je suis pas l'élite, je suis classe moyenne plutôt, même je dirais moyenne basse. Donc, j'ai pas des milliers et des millions d'euros à placer pour en vivre. Je pars de rien. Voilà, c'est pas l'élite. Et puis aussi, on parle de tout et de rien. Donc, je veux pas me focaliser sur on parle de la bourse, de l'immobilier. En fait, on va aller explorer un certain nombre de sujets, on va voir comment on peut aspirer à une vie meilleure, à une sérénité financière. Et encore une fois, c'est pas vivre pour l'argent, c'est comment l'argent peut nous aider à mieux vivre. Comment il peut être un moteur. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à investir. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette thématique. C'est que déjà, en grande distribution, quand je voyais que ça allait bloquer un moment ma vie avec mes enfants et tout, je me disais, OK, comment je peux récupérer mon temps ? Il va falloir que j'ai d'autres sources de revenus. Comment je fais pour avoir des sources de revenus ? Donc, j'ai exploré plein de trucs. Je me suis cassé la gueule. J'ai perdu aussi de l'argent. Et tant mieux, ça a fait mon expérience. Mais ça, du coup, maintenant, je veux le partager. Et à l'inverse, il y a des choses qui marchent. Là, j'ai investi dans des appartements que je loue. Aujourd'hui, ça me rapporte rien du tout. C'est-à-dire que limite, je m'appauvris parce que y a certains même où je dois faire un effort d'épargne. Mais moi, j'ai juste pour optique de dire, OK, arrivé à ma vieillesse, à la retraite, peut-être une retraite qu'on n'aura jamais, je pourrais compter potentiellement sur un petit matelas pour moi, pour mes enfants, pour mes parents qui en auront peut-être besoin. Et je m'assure quelque part une espèce de sérénité par rapport à ça. Voilà. Donc après, chacun a son niveau de pouvoir d'achat, de vie qu'il a envie, tu vois. On en fait ce qu'on veut. Mais moi, en tout cas, je pense que je serais assez heureux. Et déjà, je suis très heureux dans ma vie de tous les jours. Mais je pense que tu n'as pas besoin de gagner énorme pour bien vivre. Tu as un toit sur la tête, déjà, tu es en bonne santé, c'est cool.
Maintenant, comment on peut faire pour avoir de l'argent sans contrepartie de ton temps? Parce que ce qui ne s'achète pas et ce qui est le plus précieux, c'est le temps. Et moi, je veux du temps pour aller faire du vélo avec mes 2 fils. Une bonne remarque, ouais, très bonne remarque. Alors moi, j'ai une question qui va peut-être te surprendre, mais j'aime parfois faire le lien entre la vie qu'on a passée, l'expérience qu'on a acquise, les leçons qu'on a prises et ce qui se passe dans ton parcours d'entrepreneur. Je me dis, tu as forcément, pour les gens qui vont se lancer dans un métier comme ton parcours, des conseils que tu donnerais à quelqu'un. Si tu veux monter dans une boîte, il faut faire attention à tel point, tel point, tel point. Donc ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui rentreraient dans cette carrière-là que tu as eue avant? Peu importe comment ça s'est passé après pour toi, l'idée, c'est de prendre des quelques premiers conseils. Et la deuxième partie de la question, pour ne pas te piéger, c'est de voir est-ce que ces conseils-là que tu donnerais à des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu pourrais les transposer dans ta vie d'entrepreneur d'aujourd'hui et aussi en tirer des leçons? Donc il y a 2 questions en une. Est-ce qu'on peut partir sur cette voie? Ouais, c'est pas simple parce que je pense que j'aurais pas les mêmes conseils tout à fait. Pour moi, ça reste 2 mondes différents, même s'il y a des choses. Il n'y a rien de transposable? Je vais te donner à chaud là, les premiers conseils qui me viennent, en tout cas en tant que salarié. Pour moi, déjà, c'est fais le boulot. Pour moi, c'est toujours 50-50. Si tu as des ambitions, que ce soit salariales, d'évolution, déjà, est-ce que tu es en position de donner le meilleur de toi-même, de remise en question, de t'adapter aux gens, etc. C'est la première chose. Deuxième question, c'est ouverture aux gens. J'ai longtemps cru en tant que jeune responsable de rayon que en fait, la valeur travail était plus importante que les relations humaines. Et tu vois, parfois, moi, de perdre 5 minutes à la machine à café, c'était 5 minutes que je perdais sur mon temps de travail. Sauf qu'en fait, non, tu te rends compte que tu avances beaucoup plus vite avec les autres. Donc, faire preuve vraiment d'empathie, une ouverture et une curiosité sur les autres, c'est hyper important dans toutes les relations et à tous les niveaux. Un troisième conseil que je pourrais donner, qui va peut-être pas plaire aux employeurs, mais c'est un moment, si les 2 premiers éléments sont respectés, c'est-à-dire que tu donnes le meilleur, tu te remets en question, etc., tu fais attention dans les relations à construire avec du collectif, tout ça, mais que par contre, tu as quelqu'un en face de toi qui est obtus et qui veut pas bouger, à un moment, t'acharnes pas. Tu vas perdre des années de ta vie et d'énergie. C'est soit tu te repositionnes et tu arrives à te aligner avec la personne, soit en fait tu quittes la boîte. Et malheureusement, parfois, je pense qu'il y a des sociétés où il vaut mieux arriver de l'extérieur. Tu négocies mieux en arrivant de l'extérieur qu'en interne où on ne voit plus forcément ta valeur à un instant T. J'ai fait le même constat que toi sur ma carrière, effectivement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai changé beaucoup de boîtes et j'ai fait beaucoup de switch, comme on dit. C'est le switching. Alors je ne l'ai pas vu parce que j'avais une espèce de dynamique et je ne regrette pas du tout. Mais il y a peut-être des moments où il y avait des longueurs, j'aurais dû le faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, les jeunes ont énormément d'opportunités, ont ce choix. Et donc ils peuvent plus facilement mettre en concurrence. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. L'entrepreneur, à la limite, tu vois... Tout ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression que ça s'adapte à l'entrepreneur, non? Le truc transposable, alors pas forcément le fait de switcher, mais en tout cas, le truc transposable, c'est effectivement toujours faire attention aux gens et avoir une écoute plus. Je pense que... On dit toujours un entrepreneur qui n'a pas de réseau, il a moins de chances de réussir bien. Je suis d'accord avec toi. Donc là, on est dans le relationnel humain. Ouais. Et dans fais ton taf, l'entrepreneur, à un moment donné, il compte pas ses heures. Donc les 2 premiers conseils, je dirais qu'ils collent parfaitement. Et j'ai même envie de dire que le 3e conseil, si tu me permets de faire la transposition à ta place, c'est il y a des clients qui sont pas pour toi. Si tu as en face de toi un client obtus qui n'apprécie pas la valeur de ton travail, qui la sous-estime, peut-être que c'est pas un client pour toi. Ouais, je suis d'accord et tu vois, c'est rigolo, mais moi, ça s'avérait d'autant plus en tant que podcasteur sur effectivement le fait de switcher, mais par rapport à l'ego. Et notamment, un exemple qui me vient en tête, c'est de trouver des invités. Ce qui est pas évident, parce qu'au début, t'as pas de communauté, t'es pas connu, t'es personne, entre guillemets. Et en fait, des fois, il y a des gens qui te répondent pas, qui regardent ton message, donc qui te lâchent un vu, puis qui te répondent pas. Tu te dis, mais en fait, il m'a ghosté, il m'a snobé, quoi. Et en fait, des fois, à chaud, t'as envie de répondre, de dire, ouais, tu pourrais me répondre, ou tu vois, tu te sens un peu touché parfois. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, il faut aussi mettre les lunettes des gens. Peut-être qu'il est hyper chargé, peut-être qu'il a un événement familial, un truc dans sa vie. Ouais, c'est ça, quoi. Peut-être qu'il a des prios. À chaque fois que j'ai fait cet effort-là, je te jure, c'est véridique. Ça pouvait mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais la personne est toujours revenue vers moi. Mais voilà. Soit avec un oui, et tant mieux, je me suis pas grillé une cartouche, soit avec un non, mais en le justifiant et tout. C'est très, 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 très rare. Ça doit être 0,01% les personnes qui m'ont pas répondu. Ce que j'entends, c'est un message d'alerte, attention à nos pulsions. Ouais, c'est ça. Toujours avoir le regard des autres, se mettre à la place d'eux. J'ai entendu, on a fait une formation podcast que tu as suivie, puisqu'on se partage nos expériences et nos connaissances. L'entraide dans la communauté podcast est très forte. Il faut le savoir pour ceux qui découvrent ça. Les podcasteurs sont très unis et très solidaires en général, en tout cas les podcasteurs natifs. J'ai entendu dans la formation que quand je parlais d'agilité, d'approche lean, ça te parlait vraiment. Donc ça, c'est des choses un domaine que tu connais. Oui. Est-ce que tu sens que ce sont des choses qui vont aussi t'aider maintenant dans ton rôle d'entrepreneur, même si c'est entrepreneur solo? Oui, c'est formidable. J'ai eu la chance de vivre des ateliers chez Leroy Merlin par rapport à ça en tant que manager. Ils sont en mode agile. Ouais, alors pas tous, parce que tu as quand même une autonomie sur chaque magasin, etc. Libre au comité de direction de fonctionner comme il veut. Néanmoins, moi je trouve que la méthodologie est hyper importante et les outils qui sont utilisés t'aident beaucoup. Parce qu'en fait, tu peux avoir un comité de direction avec 10 000 idées, rester une journée entière enfermé, et puis tu ressors, t'as pas de concret. Tu n'as rien. Non, mais c'est arrivé ça, tu vois. Oui. Et en fait, le fait d'avoir un Kanban, d'avoir
tes objectifs que tu as découpés, on utilise le jargon en sprint, avec le premier sprint, il va durer 15 jours. Qui s'occupe de ce sujet-là? De te forcer en fait à avoir des rendus selon la temporalité que tu as choisie. Mais par exemple, tous les lundis, vous devez venir avec une feuille de route nous présenter votre rendu. Tu vois, c'est des rendez-vous qui t'engagent auprès du collectif où tu es obligé de rendre et de produire. Et donc forcément, ça, moi, je peux l'appliquer en tant qu'entrepreneur. Et encore plus d'ailleurs, parce que si je pars dans tous les sens à droite à gauche, je peux faire tout et n'importe quoi, mais c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon rendu? Exact. Et je trouve que par exemple, le fait de devoir délivrer, tu t'engages auprès de ta communauté, je vais vous faire 2 épisodes par semaine. C'est on en parlait tout à l'heure. Hein. Tu vois, quelque part, c'est une super méthode agile parce que tu sais que toutes les semaines, tu as un truc à délivrer. Peu importe la manière dont tu vas le faire, le résultat qui compte, c'est les 2 épisodes. Comment tu t'organises derrière pour être optimal et le respect qualitatif. de la promesse éditoriale. Ouais. Ouais, tout à fait. Bravo. 3 questions de clôture. Comment tu définirais un bon responsable des ressources humaines ou une bonne responsable des ressources humaines? C'est quoi les qualités premières des responsables des ressources humaines? Première qualité, c'est l'empathie. L'empathie, j'en parlais en amont, c'est est-ce que tu connais tes équipes dans effectivement leurs vraies compétences, mais aussi en allant plus loin dans leur personnalité, leurs traits de caractère, voir leur famille. Est-ce que tu connais bien la personne, tu la cernes bien et tu connais tout l'enjeu derrière? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut rester équitable. Il ne faut pas viser l'égalité. Tu vois, moi, je suis un peu contre quand on dit égalité homme-femme, égalité de sens large. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut être équitable. Il faut prendre en fait le meilleur dans l'instant T, la situation. Voilà, je te prends un exemple sur nous, on avait fait les horaires participatifs. Tu vois, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire, on mettait les bases de la légalité, machin, et après, ils pouvaient déposer les horaires qu'ils souhaitaient faire en fait dans la semaine. Ce qui est super. Et en fait, rapidement, on s'est dit, il faut être égalitaire et tout. Donc, ça veut dire quoi? C'était égalitaire, ça veut dire toi, tu as le même nombre de matins, tu as le même nombre d'après-midi, tu as le même nombre de samedis. Sauf que quand tu questionnes les équipes, ils vont dire non, mais moi, voir mon samedi, ça me va pas du tout, je m'en fous. En fait, c'est le lundi qui est important parce que du coup, je peux récupérer mon gosse à la crèche et je vais pouvoir profiter le lundi en fin de journée avec lui. On fait une abstraction d'un volet complet d'informations. Ouais, et en fait, tu te rends compte que quand tu questionnes bien les gens, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et donc, en étant équitable, c'est plutôt de satisfaire au maximum le plus grand nombre à partir du moment où ça respecte ton business model et que la boutique elle tourne. Ouais, c'est là où ça va même au-delà de la loi, ça va simplement dans le bon sens de l'humain. Voilà. Et donc des fois, à vouloir juste être égalitaire, bête et méchant, à dire je veux mon quota d'hommes, mon quota de femmes. Non, en fait, si aujourd'hui les femmes elles travaillent super bien sur ce domaine-là, que j'ai besoin de ça dans mon équipe parce que justement trop macho, trop rentre dedans, on va apporter une touche de féminité. Mais c'est à l'inverse, il y a de la féminité. Tu vois, moi j'étais en ligne de caisse, et c'était un univers où il y avait beaucoup de femmes, et j'ai des chefs de secteur qui m'ont fait rentrer et qui faisaient rentrer un petit peu d'hommes, et ça ajoutait une autre touche, tu vois. Et je pense que c'est comme une équipe en fait. On prend souvent les équipes de foot. Si demain t'as que des attaquants, à un moment, je pense que la richesse d'une équipe, c'est justement les différences qui la composent. Donc l'équité. Ouais. Deuxième question. Un endroit où tu es allé dans ta vie, ta carrière, peu importe, et tu as eu un effet waouh. Est-ce que tu as connu ce genre d'endroit? Si oui, lequel et pourquoi? Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait un effet waouh quand tu te rends quelque part où tu te dis mais ici, on a juste envie d'y bosser, quoi? Ouais, alors j'ai pas d'endroit en tête particulièrement, mais en fait moi je regarde énormément quand je suis client dans les restos et tout, et en fait ce qui me fait l'effet waouh à chaque fois, et je changerai pas d'avis, c'est la qualité d'accueil qu'on peut te faire. Et en fait il y a des endroits, tu peux avoir 60 collaborateurs, tu rentres, tu ressors, tu as eu 0 regard, 0 bonjour, 0 est-ce que je peux vous aider? Et ça me choque parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de raisons qui font que les clients se déplacent encore, que ça soit dans des restaurants et des magasins. Les 2 raisons, c'est quoi? C'est la rapidité de délivrance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amazon ne sait pas te livrer plus rapidement. Généralement, toi, tu es à 10-15 minutes de route de ton magasin, donc si tu te déplaces, tu es encore plus rapide que de la délivrance en livraison, même si ça va peut-être s'estomper un jour. Et le deuxième gros argument, que ça, on ne saura pas remplacer pour l'instant, c'est l'humain, la rencontre, le contact que tu peux vivre. Si demain, on paye des salariés, d'ailleurs, c'est la charge la plus élevée dans une entreprise, tu le sais très bien, et que on ne s'en sert pas comme élément concurrentiel, et qu'on ne fait pas vivre une expérience à notre client, waouh, en fait, ça ne sert plus à rien, on fait des frais pour rien. Et à chaque fois que je suis allé, en tout cas, moi, je choisis par exemple mes restaurants comme ça, tu peux avoir la meilleure bouffe, etc. Si tu as quelqu'un qui ne sait pas te recevoir, qui ne te dit pas bonjour, qui n'a pas le petit mot d'attention en plus à table pour toi, pour tes enfants et tout. Par contre, celui qui va dire les enfants, ils sont super sages en tout cas. Puis si vous voulez, on a des crayons de couleur pour les occuper. Ça fait toute la différence. Ou tu vois, le petit bonbon quand tu arrives à la caisse, c'est des détails qui coûtent que dalle. Mais tu as fait preuve d'une attention et là, tu fais un effet wow. Dernière question, à tous les RH, patrons d'entreprise, directeurs des ressources humaines qui nous écoutent, tu leur passerais quel message? Faites attention à pas toujours vouloir être dans la productivité, continuez. Et je sais qu'ils sont nombreux à le faire et qu'ils portent beaucoup de sujets à ce propos-là, donc c'est cool. Mais continuez en fait à avoir conscience que ce qui fait une entreprise, c'est bien les êtres humains qui la composent et qui font encore la différence aujourd'hui. Et donc prenez soin de cette ressource parce que c'est ce qui va continuer la croissance de votre boutique. Romain, final,
Un site internet, comment te contacter, le nom de ton podcast en rappel, et puis on se revoit bientôt. Yes, podcast de rien. Je suis très joignable sur LinkedIn, mais vous pouvez m'écrire sur toutes les plateformes que vous voulez, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Insta. N'hésitez pas à vous connecter à moi, ça me ferait toujours plaisir d'échanger quand vous voulez. Alors on a un super tips pour ça dans ce podcast. Dans le texte descriptif, il y aura un lien vers un voicemail. Trop bien. Et donc les personnes peuvent cliquer sur ce lien, parler, s'entendre, s'écouter, recommencer s'ils ne sont pas contents du résultat, mentionner leur email envoyé, je reçois, je te forward. Et puis tu pourras écouter les messages avec la voix des gens qui te parlent. Trop Et cool. s'ils disent qu'on peut partager, on partagera en commentaire du podcast. Merci. Soyez nombreux à me laisser des commentaires, je serais trop content. À très bientôt. Salut, ciao. À bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Level Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.